Bienvenue au reportage, le magazine de la rédaction de I24 News. Il y a quelques semaines encore, le sud d'Israël était bombardé en permanence par des tirs de mortier et de roquettes. Israël lançait l'opération Bordure Protectrice, la plus longue offensive terrestre et aérienne de son histoire contre le Hamas à Gaza. 50 jours de conflit pendant lesquels les habitants du sud d'Israël, en particulier de la région d'Eshkol, située tout près de Gaza, ont été en première ligne. Aujourd'hui, ils tentent de reprendre une vie normale malgré le traumatisme de la guerre. Nos reporters ont suivi plusieurs familles dans ces villages agricoles appelés Moshavim ou Kibbutzim, situés tout près de Gaza, pour comprendre leurs espoirs et leurs craintes. En première ligne, c'est un reportage signé Fleur Citruc et Serge Dumont pour I24 News. Sur la civière, Yann Berman, il fêtait avec sa femme le 3e anniversaire de leur fils dans la crèche du kibbutz Nir Oz quand ils ont été surpris par une salve de 12 mortiers. Nous sommes le 21 août 2014. C'est la première fois depuis le début de l'opération Bordure Protectrice que les localités près de Gaza sont visées par des charges aussi puissantes. Un mortier qui tombe, un mortier c'est le sol qui tremble, c'est un bruit lourd et intense t'as tes tripes qui tremblent. C'est difficile à s'imaginer, quoi. J'espère que personne ne vivra ça. Yann met rapidement les enfants à l'abri et les protège de son corps. Il est alors touché par un éclat d'obus qui le blesse gravement sous les yeux de sa femme et de son fils. Les gosses étaient en pleurs, et moi je voulais pas crier parce que premièrement mon fils était là, ma femme était là et tous les autres enfants. Je sais pas comment j'ai réussi à ne pas crier, mais j'ai contrôlé ma douleur, je me suis mordu les lèvres. Je suis pas quelqu'un de croyant, je suis pas, mais à part le mot miracle, je vois pas d'autres mots pour décrire ce qui s'est passé là, vu que c'est vraiment passé tout près d'une artère principale, tout près du cœur, tout près des poumons. Un mois après le drame, Yann est toujours en convalescence à Natania, au nord de Tel Aviv. C'est l'un des nombreux blessés de cette guerre qui a duré 50 jours. Les Moshavim et Kibbutzim situés tout près de la frontière avec Gaza ont particulièrement souffert de la dernière confrontation entre Israël et le Hamas. Pendant l'opération Bordure Protectrice, plus d'1 millier d'obus sont tombés sur la région d'Eshkol. L'armée a découvert des dizaines de tunnels d'infiltration. Effrayées, de nombreuses familles ont fui leur maison. Orly est à la tête de l'équipe de gestion de crise du Moshav Yevoul, situé à la frontière avec l'Égypte et Gaza. Elle veille bénévolement à la sécurité et au bien-être des habitants de ce village. Cette mère de famille a encore beaucoup de travail, malgré la trêve conclue fin août entre Israël et le Hamas. C'était vraiment le désert dans le désert. Là, les familles, elles sont revenues. Les enfants sont retournés à l'école. Les parents sont retournés travailler. Mais les gens, ils ont encore assez de difficultés à récupérer. Ils sont très touchés mentalement. Jour et nuit, pendant tout le conflit, Orly a été au service de sa communauté. Son fils Tom, âgé de 15 ans, a également payé le prix de cet engagement. Mon fils, je crois qu'en 2 mois, il a mûri de 100 ans, je crois. Quand on parle avec lui, on peut voir les conséquences de la guerre. Sur chaque enfant, en fait, il y a une conséquence énorme. Le lycée de Tom, Nofé Absor, accueille 1 millier d'adolescents venus de toute la région d'Eshkol. C'est le premier construit en Israël avec des bâtiments entièrement blindés, conçus pour résister aux tirs de mortier. Cette rentrée, 2 psychologues supplémentaires ont été affectés à l'établissement et les professeurs aident les élèves à mettre des mots sur ce qu'ils ont vécu. Bonjour à tous. Nous sommes déjà 1 mois après la fin de l'opération à Gaza et près de 3 semaines ont passé depuis le début des cours. J'aimerais savoir ce que vous ressentez, vos inquiétudes, vos craintes, tout ce qui vous passe par la tête. C'est dur de retrouver une vie normale. Après ce qui s'est passé pendant les vacances, c'est pas simple.
Il y a eu beaucoup d'alertes. J'entendais en permanence les tirs de mortier et de roquettes. C'est pas facile de revenir ici après autant de temps enfermé à la maison à vivre ça. 1 heure avant le cessez-le-feu, un obus de mortier est tombé près de chez nous. 2 membres du kibboutz ont été tués. J'imagine que ça a dû être très dur. Tu veux qu'on revienne vers toi ensuite ? Ça fait 14 ans que nous sommes habitués à ces conflits, que ça revient toujours, qu'on ne sait jamais à quoi s'attendre. Un jour tout va bien, un autre d'un seul coup commence une opération. Je pense que tout le monde ressent ce sentiment de tension, d'être toujours prêt au cas où il y aurait une alerte. C'est quelque chose qui va nous accompagner toute notre vie, même si un jour, nous ne sommes plus en situation de guerre. C'est toute une région qui est traumatisée par le conflit. Orly a rendez-vous avec les autres bénévoles au conseil régional pour partager leur expérience et vider ce qu'ils ont sur le cœur. Encore aujourd'hui, on a entendu 2 booms. On ne sait pas d'où ça venait. Personne ne sait ce qui va se passer dans les prochaines semaines. On doit se tenir prête à tout. En fait, la question est de savoir si dans quelques jours, ça va recommencer ou ça ne va pas recommencer. Pendant l'opération Bordure Protectrice, le gouvernement a refusé d'ordonner l'évacuation des localités du Sud. L'armée a même encouragé les habitants à revenir. Le sentiment général, c'est que pendant cette guerre, il y a eu une coupure énorme entre le gouvernement et la population. Il n'y avait personne pour parler aux habitants, sans compter le sentiment énorme d'insécurité. Le dernier jour de l'opération, 2 membres du kibboutz Nirim ont été tués. Malgré les dangers et l'incertitude, des familles continuent de venir s'installer dans les localités du Sud. Tal travaille dans le high-tech, Ifat est infirmière. Ils sont arrivés il y a quelques semaines au kibboutz Nirim. Nous sommes venus ici parce que la qualité de la vie est bien meilleure qu'en ville. Il y a des espaces ouverts où les enfants peuvent jouer librement sans que nous ne devions les surveiller. Tout est proche, de la maison à la crèche. Nous récupérons nos 2 petits-enfants en 7 minutes. Le plus grand rentre déjà tout seul. C'est comment la vie au kibboutz? C'est super. Les premiers jours ont été difficiles. Tal et sa famille ont emménagé sous les tirs de mortier. Un éclat d'obus a même traversé la porte d'entrée pour s'enfoncer dans le mur du salon. Par chance, ils étaient absents. C'est arrivé plusieurs fois que, le temps que l'alerte se déclenche, il y ait déjà 1 ou 2 obus tombés. Si nos enfants avaient été ici, et qu'il y ait eu l'alerte, le temps qu'on se lève, 1, 2, l'éclat aurait traversé notre corps. En dépit de la trêve, les habitants du kibboutz Nirim continuent de vivre sous haute protection dans la crainte d'attentats terroristes. Nous voulons rester, mais pas au prix de la vie de nos enfants. Tant que nous sentons que c'est suffisamment sûr et que la plus-value que nous avons dans notre qualité de vie l'emporte sur la crainte, nous resterons. Mais si cette crainte se transforme en peur, cela n'en vaut pas la peine. Ce n'est pas une situation facile. On réfléchit beaucoup, mais en fin de compte, ce qui l'emporte, c'est ça, ce sourire. 14 000 personnes vivent dans la région d'Eshkol, désormais en première ligne du conflit qui oppose Israël au Hamas. Pourtant, les habitants n'ont pas toujours vécu dans la peur. Yaakov, le mari d'Orly, se souvient. L'idée de la coexistence, jusqu'à, disons, il y a 10-15 ans, elle était là. Enfin, on avait l'impression qu'on pouvait transformer la région en une région touristique qui travaille justement sur le fait qu'on peut passer d'ici en Égypte, que la plage de Gaza, voilà. Enfin, c'était un peu ce qui était dans l'air, je veux dire. Et c'est vrai qu'il n'y a rien qui s'est vraiment fait, mais la coexistence a été latente. Ça aurait pu être. Tout bascule avec la seconde intifada.
En 2000, le sud d'Israël est visé par les premiers tirs de roquettes en provenance de Gaza, des tirs qui s'intensifient en 2007 avec la prise de pouvoir du Hamas dans l'enclave et le blocus israélien qui s'ensuit. En riposte aux tirs de roquettes, Israël va lancer 3 grandes opérations militaires à quelques années d'intervalle. Bordure protectrice est la dernière en date. Elle laisse une partie de la bande de Gaza ravagée. Pour Yaakov, la solution n'est pas forcément militaire. On ne peut pas ne pas penser aux civils, on ne peut pas ne pas penser aux enfants qui sont de l'autre côté, et même à la limite plus, parce qu'on sait sans aucun doute qu'ils sont moins, ils n'ont pas des abris. C'était clair qu'à chaque fois qu'on entendait ici un boom, il y avait quelqu'un qui était touché de l'autre côté. Je crois que ça a été dur parce qu'on a toujours eu l'impression qu'une opération pouvait régler les choses. Aucune opération ne réglera, rien du tout. Et le fait que ça soit arrêté comme ça pour l'instant, sans aucun accord, je crois que c'est ça le plus gros choc, il est maintenant. Il y a des avions depuis ce matin. Rien ne garantit que la trêve se poursuivra. Partout, près de la bande de Gaza, le gouvernement israélien construit de nouveaux abris. Le jacuzzi. C'est le suspense. Est-ce qu'ils vont finir de construire avant la prochaine opération ou pas, hein? Il y a des avions aujourd'hui, je ne sais pas ce que ça veut dire. Jours, hein. Et voilà. Mais ce matin, plus. Hein. Ce matin, il y a... Parce qu'hier, on a entendu, il y avait beaucoup de boom. Bon, c'est peut-être lié au fait qu'il y a eu quand même un tir, qu'ils avaient dit qu'il n'y aurait plus de missiles dans la région. Il y a quand même eu un missile hier, alors... Yann veut rentrer dans le sud, mais il ne sait pas combien de temps il pourra rester avec sa famille. J'ai pas envie que mon fils vive avec tous les 2 ans une guerre, parce que c'est une guerre, hein, on parle de mission, mais c'est une guerre. On n'a pas, vous savez, on va parfois à l'école et tout d'un coup, bouf, ça va à Dôme. Et ça nous prend de nulle part, c'est en plein quotidien, quoi. Où on est chez nous à la maison, tout d'un coup, je reçois un téléphone de l'armée, vite, faire rentrer tout le monde, machin, ferme les portes. Et tout, il y a quelqu'un qui est sorti de la bande de Gaza, il y a trois Mechablin qui arrivent. Voilà, mais ça, c'est le quotidien. Ça, c'est la routine. C'est pas vivable, hein. C'est pas viable et c'est pas vivable. Pour échapper au danger, des habitants ont choisi de quitter le sud. Orly, elle, ne voit pas son avenir ailleurs. Ma maison, elle est dans le sud. Mon cœur, il est dans le sud. Mes enfants ont grandi ici et les gens ici, ils ont un cœur, ils ont une volonté. C'est des paysans, vraiment, hein, si je peux dire, hein, les 3/4 des gens ici, c'est des paysans. Ils veulent vivre, ils veulent travailler la terre, ils ne veulent pas autre chose. Les négociations indirectes entre Israël et le Hamas ont repris fin septembre au Caire. L'objectif affiché n'est pas la paix, mais simplement de maintenir le calme dans la région. Pourtant, sans accord global, les populations du sud d'Israël, comme celle de Gaza, risquent de vivre encore longtemps dans la crainte du prochain conflit. Bonsoir Fleur Citruc. Bonsoir. Bonsoir Serge Dumont. Bonsoir. Vous avez réalisé pour i24 News ce très beau reportage. Alors, Fleur Citruc, évidemment, lors de la dernière guerre de Gaza, Israël a vu une grande partie de sa population être la cible des tirs de roquettes. Pourquoi avez-vous choisi de nous raconter les histoires de ces populations près de Gaza ? Écoutez, parce que eux, ça fait 14 ans qu'ils vivent sous les tirs de roquettes, les tirs de mortier de manière intermittente. Le reste de la population en Israël est touchée pendant les grandes guerres, mais eux, c'est leur quotidien. On l'a bien vu dans ce film. Nous sommes d'ailleurs allés 1 mois après le cessez-le-feu qui a été signé conclu entre Israël et le Hamas, et il y a eu un tir de missile ce jour-là qui n'a pas été revendiqué. Donc cette incertitude et cette difficile période
qu'ils viennent de traverser a fait qu'on a trouvé en fait une population traumatisée, démoralisée et aussi qui se sent abandonnée par son gouvernement, le gouvernement israélien qui n'a pas demandé d'abord que ces localités du Sud elles soient évacuées pendant la guerre, ce qui aurait été permis sans doute de sauver des vies, et également il ne nous a pas tenus au courant en cas de cessez-le-feu, de négociation. Or on sait que pour les gens du Sud, c'est ce baroud d'honneur du Hamas, toujours quelques heures avant la trêve, qui fait qu'il y a énormément de tirs de mortier, et c'est sans doute à cause de ça que 2 personnes ont été tuées au kibbutz Nérim. Elles n'ont pas eu le temps de se réfugier dans les abris. Comment ces habitants du Sud voient-ils leur avenir ? C'est des habitants, c'est une population très particulière en fait, qui est très pacifiste, étonnamment, puisqu'elles sont en première ligne de ce conflit. Par exemple, au Moshav Yevoul, les habitants viennent d'Égypte, c'est-à-dire que c'était des Israéliens qui s'étaient installés en Égypte, et en 79, après le traité de paix, ils sont revenus et ont pris soin de s'installer de l'autre côté des lignes de 67, sur le territoire israélien et pas dans des colonies, car ils croient en fait en la coexistence, et jusqu'à aujourd'hui, ils espèrent dans des négociations avec les Palestiniens. Alors Serge Dumont, où en est-on dans les négociations entre Israël et le Hamas ? Justement, c'est très compliqué parce que les négociations auraient dû reprendre le 27 octobre. Ça n'a pas été le cas en raison d'un attentat commis en Égypte, au cours duquel 30 soldats égyptiens ont été tués, sans doute par des Palestiniens infiltrés de la bande de Gaza. Du coup, l'Égypte a bloqué les négociations, Israël n'y va pas non plus, alors on est dans le flou. Et c'est un problème parce que la tension risque de monter. Le Hamas attendait beaucoup de ces négociations, les gens de l'autre côté de la frontière également, et l'on risque de nouveau à devoir se heurter à des tirs de roquettes, à des ripostes, etc. Donc c'est une situation pour le moment très dangereuse. Il ne faut pas que ça dure trop longtemps comme ça. Merci Serge Dumont. Merci Fleur Citruc. Merci beaucoup. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de reportage, le magazine de la rédaction de i24 News. Au revoir.